Et une concitoyenne à moi, je suis américain à la base, Wendy Pearlman, elle est auteure de We Crossed a Bridge and It Trembled. Elle a passé plusieurs années à interviewer des Syriens sur leurs expériences, sur l'insurrection en Syrie, mais aussi sur leur exil. Après, elle continue à les faire. Elle va en parler. Elle est également professeure associée de sciences politiques à l'université de Northwestern, c'est près de Chicago. Wendy Pearlman, bienvenue. Welcome. Alors, d'abord, on a... D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Alors, on entend clairement, il y a beaucoup qui ont envie de travailler, en tout cas, quand on entend ce film, quand ils viennent en Europe. Alex Betts. Great. I'm going to speak in English if that's okay. Alors, super, je vais m'exprimer en anglais si ça va. On va faire les deux, si jamais. Bon, c'était un film très provoquant, mais assez ambivalent du point de vue moral. Et ce que je veux dire par là, c'est que alors, parce que c'était pas très clair le positionnement du film lui-même. Alors, ça a présenté de façon très éloquente trois points de vue différents. Alors, le point de vue donc de la droite politique, de la gauche politique, et le point de vue du cadre juridique et institutionnel. Et en tout cas, le film a réussi à caricaturer. Et on avait donc l'acteur qui était un peu l'allégorie de l'État ou des États européens, et aussi la position beaucoup plus faible du migrant. Mais on n'était pas très au clair de quelle était finalement la vision ou le point de vue du réalisateur. Et ça, c'est dans l'épilogue que c'est encore plus ressorti. Et qu'est-ce que ce film va faire pour aider les migrants et réfugiés arrivant en Europe? Alors la réponse, c'est on ne sait pas vraiment. On ne sait pas. Peut-être que ça pourra aider, pourra provoquer, stimuler le débat. Et c'est déjà bien que ce film arrive à cela. Mais les différents points de vue qui ont été présentés au cours de ce film, c'était un petit peu satirique, c'était un peu des simplifications, et il y avait donc une relation assez libre avec la vérité, et de nouveau c'était un petit peu cynique, et aussi l'utilisation des données, et aussi le cas justement de ce qui s'est passé à la frontière. Et le problème, c'est que quand on voit tout comme une satire, c'est qu'on envoie des informations fausses dans le domaine public. Alors, chacune des perspectives a été présentée avec une grande intégrité, mais quelle est la position du réalisateur? Ça, j'en suis pas absolument sûre. Yeah, and each of the perspectives quite different, but each of the perspectives deeply European. So what struck me in the film, which at times I found painfully uncomfortable to watch with a knot in my stomach, is that, I don't know, maybe 95% of the monologue is the actor. So there's a certain arrogance, the patronizing sort of tone. He's the teacher in the classroom, and the refugees are the students. He speaks, and the refugees get a sentence or two when asked. They can perhaps interject an answer to the question, but otherwise they are storyless, they're backgroundless. In the first scene, they are objects to be resented. In the second scene, they are objects to be pitied. In the third scene, they are there to be distrusted and interrogated, almost guilty until proven innocent. And in the final scene, there's some chit-chat, and then they're left back at the shelter when the artist gets what he wants, material to go to a fancy film festival, and takes off, and they're still left in the camp. So to the degree to which the sort of the voicelessness, storylessness of refugees as objects was what struck me in the portrayal. Aya, do you... I'll ask you a question. See if you're putting the headphones on. Aya. When you see this, Après avoir vu ce film, alors la bureaucratie froide qui est décrite, et donc vous avez l'habitude de travailler avec les réfugiés pour les agences des Nations Unies, on va en revenir là-dessus. Et est-ce que vous avez reconnu, il y a des choses qui vous ont paru quand j'ai vu le film pour la première fois, je me suis dit, pourquoi est-ce que ce gars se comporte de cette façon-là? Est-ce qu'il est complètement gaga, malade? Et quand il commence à
a parlé d'une façon un peu différente. J'ai essayé de comprendre d'où il venait, où il allait. Mais, bon, il y a une partie du film qui correspond à la réalité, ça il faut le dire haut et clair. Et ça montre bien comment il y a deux côtés dans les communautés. Alors il y a ceux qui justement accueillent les réfugiés et les autres qui ne les veulent pas. Et c'est une bonne représentation de la réalité. Donc, j'espère qu'on va mettre l'accent sur le côté positif, parce que moi, j'ai connu l'autre côté. J'ai vécu dans bon nombre de pays et c'est pas joli, hein. Elisabeth, vous avez écrit votre livre, pardon, il est à côté, sur les réfugiés qui transforment un système de réfugiés brisé, abîmé. La façon dont la crise des réfugiés, et là vraiment je mets des gros guillemets, en Europe, pour vous, ce système est complètement abîmé. Ce système de protection des réfugiés, c'est ce que vous dites dans ce livre. En 2015, c'était une catastrophe du point de vue européen. On a vu la faiblesse de notre réponse à cette crise des réfugiés, aussi au niveau mondial. Et ça, c'est quelque chose qui a été déclenché par la crise syrienne avant tout. Et il est important de reconnaître que la crise syrienne a commencé en 2011. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à fuir dans les pays voisins, Jordanie, Liban et Turquie. Et pendant presque 4 ans, les pays européens n'ont pas fait grand-chose. Il restait les bras croisés. Il y avait un manque de cœur en termes de réponse. Et tout à coup, il y a eu le grand choc. Quand on a vu la diminution de l'aide humanitaire dans ces pays, avec tous la fermeture de ces 3 pays, et les gens ont commencé à traverser la mer Égée, et on n'arrivait pas à avoir une coopération, un partage des responsabilités en Europe. Et c'est ainsi que le système s'est effondré. Il y a eu toutes sortes de réponses diverses, de la Hongrie qui construisait ses murs et ses barrières, et de l'Allemagne d'Angela Merkel qui offrait d'accueillir les réfugiés en août. Et je pense que cette réponse était pleine de compassion, et c'était vraiment une option qu'elle avait. Mais ça montre aussi l'hypocrisie de tout cela. Entre août 2015 et janvier 2016, même Merkel avait fait une volte-face complète. Elle avait offert d'accueillir les réfugiés de façon théorique, mais finalement, on a décidé de fermer la mer Égée et la route des Balkans. Et ils ont alloué beaucoup d'argent pour contrôler la mobilité à travers la Turquie. Donc, d'une certaine façon, wir schaffen das, c'était pour autant qu'on puisse nager. Hein? C'était une politique pour autant qu'on puisse nager, aussi longtemps qu'on puisse nager. Mais si on aurait dû offrir un rétablissement ou bien une aide humanitaire pour aider les gens à quitter Bodrum, aller à Francfort, au lieu de les laisser s'embarquer dans des voyages extrêmement dangereux. Donc là, l'Europe a passé d'un manque de cœur total jusqu'à un manque d'être complètement écervelé par rapport à tout cela. Et donc, ce que j'essaie de dire dans le livre, essayons d'avoir prenons un peu de recul. 3% de la population mondiale sont réfugiés. Même les milliers de demandeurs d'asile qui sont venus en Europe en 2015 auraient dû être accueillis par les 28 membres de l'Union européenne. Et nous avons 22 millions de réfugiés en tout. Bon, d'accord, il y a 10 pays dans le monde qui accueillent 60% des réfugiés du monde. Et ce sont surtout des pays à bas et moyens revenus. Donc, il faudrait avoir de meilleurs soutiens, une meilleure protection, une meilleure aide bien avant 2015, pardon. Et c'est là où nous sommes limités dans notre réponse. Nous avons échoué à aider les réfugiés où qu'ils se trouvent dans le monde et d'avoir une réponse adéquate. Les droits économiques et sociaux en Jordanie, en Turquie, en Kenya, en Ouganda, là où c'est vraiment la racine de l'échec de ce système. Et alors, donc, dans la discussion, on a vu qu'il est fait état justement des compétences, et c'est vraiment une perte
un gâchis de compétences. Et on a vu que les réfugiés ont envie de faire quelque chose. Alors, ce qui est surprenant dans le film, c'est la critique de la dichotomie entre les migrants économiques et les réfugiés. Et souvent, notre vision des réfugiés, ce sont des victimes humanitaires qui sont vulnérables. Et le film les montre comme des personnes de façon très passive. Et moi, mon expérience du travail que je fais avec les réfugiés, ils représentent la diversité qui existe dans leur propre pays et ils ont des aspirations diverses et variées, des compétences diverses et variées. Mais il y a une tragédie, c'est que les pays les plus vastes, les pays les plus grands, les plus vastes, c'est qu'on leur interdit la liberté de circulation, on leur interdit de travailler. Et une fois que les réfugiés ont été en exil pendant une durée de 5 années en moyenne, et ils restent en exil pendant à peu près 2 décennies. Et si vous êtes bloqué dans les camps au Kenya sans avoir le droit de travail, sans avoir la liberté de circulation, année après année, et même si vous êtes né dans ce contexte, c'était vraiment un gâchis d'humanité. C'est une perte de potentiel pour le pays d'origine, pour la société hôte, pour les sociétés tout autour du monde où ces gens peuvent très bien se déplacer. Alors, un des arguments du livre, c'est un argument qui est honteusement simple. Alors, les réfugiés, il faut les voir comme étant des personnes qui ont des talents, des compétences et le potentiel d'être des contributeurs. Et plutôt que juste de les voir comme des victimes humanitaires. Oui, les réfugiés ont des besoins de nature humanitaire. Beaucoup sont vulnérables et ont besoin de protection, mais il faut voir plus loin que ça. Les réfugiés peuvent contribuer au développement et donc de leur donner des opportunités d'éducation. Ça, c'est positif pour tout le monde. C'est bon pour les gens qui fuient, ce sont pour les sociétés qui les reçoivent et c'est très important pour la reconstruction éventuelle des pays d'où ils viennent, leur pays d'origine. Et les sociétés futures comme la Syrie dépendent de la façon dont on va traiter les Syriens qui sont exilés. Si on leur donne pas les opportunités de s'épanouir en tant qu'être humain, ces sociétés n'y arriveront pas à l'avenir. Si on leur donne le droit de travailler, si on leur donne justement des opportunités et un pouvoir à ces sociétés, plus tard auront une bien meilleure opportunité à l'avenir. Je suis tout à fait d'accord. D'une certaine façon, on parle d'un point de vue durable, c'est bien pour le pays d'accueil et pour les réfugiés. Mais tout ce que vous dites ressemble à ce que les réfugiés disent eux-mêmes. J'ai vu des centaines de Syriens déplacés sur 6-7 ans. Et une des choses qui ressort fortement de ce livre, de ces discussions que j'ai eues avec les réfugiés, c'est qu'ils cherchaient la sécurité. Et ils ne voulaient pas seulement, ils voulaient une vie avec dignité. Il y a beaucoup d'histoires où les gens disent, voilà, une femme syrienne aux États-Unis, une en Allemagne, il y avait des interactions avec les gens locaux. Ici, au moins, on se sent en sécurité. On n'est pas venu seulement pour chercher la sécurité, dit l'autre. Nous n'avons pas peur de la mort. Ce que nous cherchons, c'est une vie avec dignité. Donc, leur vie, sans chance d'éducation, de travailler ou de remplir leurs aspirations et d'être l'être humain qu'ils souhaitent être, c'est pas la vie que les réfugiés cherchent. Une vie sans dignité, c'est pas une vie. Et donc, j'aimerais vous intégrer dans la discussion. On vous a présenté comme une réfugiée irakienne vivant en Suisse. Et donc, votre histoire est beaucoup plus compliquée. Et donc, vous avez été réfugié à plusieurs reprises, si on peut le dire de cette façon-là. Et je voudrais démarrer avec quelque chose qui... Alors, cela fait plus de 9 années que je suis réfugiée et j'ai 23 ans et je n'ai jamais vécu plus de 7 ans dans un même pays. Et lorsque, pour la première fois, j'étais réfugiée, j'avais 2 ans d'âge parce qu'il m'a fallu quitter l'Irak. Je me suis rendue en Jordanie parce que je souffrais de syndrome de déshydratation et le gouvernement d'Irak est en train d'éliminer ses enfants en leur faisant des injections. Donc, ce n'était pas mon choix moi-même de devenir réfugiée irakienne à l'âge de 2. C'est arrivé. Et donc, ma famille m'a emmenée en Jordanie et je suis restée en Jordanie pendant 7 années et j'ai eu les traitements médicaux. Je suis redevenue une enfant normale et nous sommes ensuite retournés en Irak en 2002. Et en 2003, la guerre a commencé en Irak et mon père m'a dit à l'époque que nous devons rester.
Alors c'est là où on décide de quitter ou de ne pas quitter le pays, alors que il y avait les bombardements et les gens s'entretuent et des tas de choses absolument horribles qui se passaient. Mon père a dit je ne vais pas quitter mon pays juste parce qu'il y a la guerre. Mais en 2009, donc on a été menacé personnellement. Alors mettez-vous à la place de mon père. Moi je n'avais que 13 ans, 14 ans, et il a dû décider s'il voulait assurer notre survie ou si on allait être tué. Et il a eu besoin de faire un choix et il avait qu'une minute pour le faire. Et il nous a dit, bon, ramassez ce dont vous avez besoin, nous partons. Et je me suis dit, bon, on va aller dans une autre ville jusqu'à ce que la guerre finisse, on va revenir. Et je devais passer mon examen de mathématiques. Je pleurais parce que je me suis dit, je vais louper mon examen. J'ai pris mon livre de mathématiques parce que je n'avais pas la moindre idée qu'on quittait le pays. Jusqu'à ce que j'ouvre mes yeux le lendemain. Et là, j'ai compris, ces gens-là ne parlent pas avec un accent irakien. Où suis-je? Et j'étais en Syrie, en fait. Mais vous savez une chose? Et c'est le destin qui m'a choisi. Une fois de plus, quand la guerre a éclaté en Syrie en 2011, et mon père tout comme il a eu à choisir la seconde fois. Et croyez-moi, ce n'est pas chose facile, c'est pas un choix aisé. Et que vous soyez un parent, tout être humain, alors que vous vous sentez en danger, c'est vous dire que là, il y a un danger dans cette salle, vous allez partir, vous allez fuir, vous n'allez pas continuer à nous écouter parce que vous savez que la seule chose à faire, c'est de courir. Autrement, vous allez mourir si vous restez dans cette salle. C'est exactement ce qui s'est passé. Nous sommes partis en Turquie. Mais à ce moment-là, j'ai compris que je quittais le pays où j'étais et que j'allais justement redevenir réfugié. Et plutôt que de juste pleurer, me lamenter et de me sentir une victime et de dire « Oh, ça y est, voilà, je vais m'asseoir et voilà, je me rends ». Non, je me suis dit « Non, c'est pas là la bonne solution ». Oui, ouais, c'est vrai que je peux jouer à la victime pendant des mois, mais non. Et quoi? Alors, je vais juste m'asseoir et attendre quoi? La guerre en Irak de 2003 jusqu'à maintenant. Et la guerre en Syrie a éclaté en 2011 et continue encore aujourd'hui. Est-ce que vous voulez que tous ces gens-là soient là à attendre? Non, nous sommes des êtres humains comme tous les autres. Nous voulons un avenir, nous voulons un destin, nous voulons travailler, nous voulons contribuer dans les pays où nous vivons. Nous ne voulons pas juste prendre. Nous voulons donner aussi. Et croyez-moi, nous sommes à même de donner parce que nous avons des compétences. Oui, nous avons perdu nos foyers, nos pays, donc nos familles, nos amis, l'école, l'éducation et tout. Mais nous n'avons pas perdu ce qui est la chose la plus importante, qui est nos cerveaux. Nos cerveaux, on les a toujours. Alors, on a des médecins, des ingénieurs, des infirmières. Nous sommes des êtres humains normaux, tout comme vous l'êtes. Mais croyez-moi, mais on est traité comme, finalement, toute ma vie, j'ai été traité comme un citoyen de deuxième zone. Et là, je parle à des gens pour qui c'est important, parce que nous savons que c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Et même quand je raconte ça, je n'arrive pas à croire que je suis là devant vous et je suis là. Je ne veux pas juste être en sécurité, mais je veux changer les choses. Et même si c'est juste un tout petit changement. Et chaque personne dans cette salle, même a souri. Et croyez-moi, donc si vous souriez, vous allez donner de l'espoir, même sans le savoir, parce que vous êtes en train d'encourager les réfugiés, vous êtes en train de leur dire, on est à vos côtés, on croit en vous. Et vous allez donc leur faire passer une émotion et vous allez leur faire sentir qu'ils sont importants, qu'ils sont des êtres humains comme nous. Et je vous souris parce que je veux vous donner espoir. Voilà. Thank you so much. Merci. Donc vous êtes en train de prêcher des convertis dans cette salle. Lorsque vous êtes allé en Turquie, vous avez pu travailler avec différentes agences de l'ONU et vous avez pu ainsi développer vos compétences là-bas. Beaucoup de réfugiés, pourtant, sont un peu dans les limbes.
Il semblerait que vous êtes une exception par rapport à beaucoup de réfugiés en Turquie et par rapport à ce qu'ont vécu beaucoup de réfugiés en Turquie après la guerre syrienne. Oui, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à 16 ans, j'ai dû quitter l'école parce qu'il fallait que je soutienne ma famille. La vie en Turquie était chère, alors que était chère à l'époque, même si la vie ici en Suisse est très chère. Donc, j'ai quitté l'école à 16 ans et j'ai travaillé dans une usine de 7 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir. Et j'avais près $100 par semaine de salaire. Et je travaillais durement. J'ai travaillé 1 an dans cette fabrique et ensuite, je voulais changer mon permis. Et il arrivait à échéance et puis j'ai commencé à parler le turc. Parce que j'ai appris à parler couramment le turc. Nous avons des talents, nous sommes doués. Je l'ai appris quand j'étais en Turquie. Oui, en 1 an, je le parlais couramment. Et le manager m'a dit, mais tu parles le turc très bien. On a besoin d'un interprète parce que notre interprète va dans un autre pays. Il y avait un programme de réinstallation pour elle. Donc, j'ai commencé à travailler et c'est par hasard, par chance. Et à 17 ans, j'ai travaillé et j'étais l'interprète la plus jeune avec des partenaires du EHCR. Mais j'ai rencontré beaucoup de gens importants, Samantha Power, Brandon Staton, Filippo Grandi, à cette époque, beaucoup de gens importants. Et je me disais, wow, bon, d'accord, les réfugiés peuvent faire quelque chose. Et j'ai commencé à demander de plus en plus et je me suis développée. Et beaucoup de réfugiés font la même chose. Croyez-moi. Comme les gens dans cette salle ou bien dans le monde, ils pensent que nous sommes coincés lorsque nous sommes dans les camps ou dans les cités, dans les villes en tant que réfugiés. Non, nous ne faisons pas du surplace. Les gens essayent de créer ce qu'ils peuvent et de faire ce qu'ils peuvent pour trouver un travail. Même les femmes en Turquie qui n'obtenaient pas de permis de travail, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont créé des plateformes Internet et elles vendaient des choses faites à la main. Donc, nous avons essayé, mais nous avons besoin d'aide, car à un moment donné, nous n'avons pas la force d'aller dire « nous voulons ça, nous voulons faire cela », parce que, croyez-moi, la politique, c'est très différent. Vous, les gens, vous pouvez nous aider facilement. On peut communiquer, vous pouvez nous aider, on peut vous aider d'une certaine façon, mais avec le monde politique, c'est pas la même chose. Donc, on n'avait pas le pouvoir et on a fait ce qu'on a pu faire par nous-mêmes, même si c'était des choses modestes. Mais croyez-moi, nous ne voulons pas être des victimes. La plupart des réfugiés aimeraient contribuer. Ils ne veulent pas se sentir, ils veulent se sentir un être humain aussi important et apporter leur contribution d'une façon ou d'une autre. Et nous avons ce sentiment, croyez-moi. Je suis vraiment tout à fait normale comme vous dans la salle. J'ai des compétences, j'ai des talents, j'ai des rêves, j'ai des objectifs. J'aimerais travailler, j'aimerais faire des études, j'aimerais voyager. Et pour la première fois que j'ai voyagé en Europe, je suis allée à Berlin et c'était très surprenant, étonnant. Je me disais, voilà, je vais prendre mon passeport parce que j'ai reçu les documents de voyage du gouvernement suisse. Mais j'avais peur à l'aéroport. Je me suis dit qu'ils allaient me contrôler 100 fois, puis que j'allais rater mon vol parce que j'avais vécu cette situation dans d'autres pays, juste parce que j'avais mon statut de réfugié et que j'avais mes papiers d'identité de réfugié. Ils me contrôlaient 100 fois, même si je n'avais pas de bagages. Ils me contrôlaient, moi, personnellement. Dans beaucoup d'endroits, je les voyais. Mais attendez-moi! C'est juste parce que j'étais une réfugiée dans mes documents d'identité. Alors, de voyager librement, ça, c'était quelque chose de tellement étonnant. Mais les gens, ils voyagent librement, on leur demande même pas quel est leur nom et d'où ils viennent. Et ça a été une expérience extrêmement surprenante pour moi. Vous êtes bénis, je peux vous le dire. Si vous aviez été dans ma situation, vous comprendriez ce que cela signifie que de voyager avec votre passeport ou vos documents de voyage sans qu'on vous arrête à la dernière minute, comme si vous aviez été un criminel et puis on vous emmène quelque part. Donc, vous êtes vraiment bénis, croyez-moi. Alors, une des questions
que j'aimerais vous poser. Alexandre Betts, quelles sont les opportunités qui existent dans les pays autour de la Syrie et quels sont les exemples? Un des exemples dont vous parlez dans votre livre, c'est le projet pilote en Jordanie. Vous voulez mettre des camps de réfugiés et des ensembles de développement économique côte à côte. Ça semble assez prometteur et ça semble donc une voie prometteuse. Alors, Wendy et Aya m'impressionnent lorsqu'elles parlent justement de l'importance justement de l'emploi et le fait d'avoir un espoir dans leur destin. Alors, en Europe, une fois que les gens ont le statut de réfugié, ils ont le droit de travailler, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont trouver un travail. Dans l'étude, on a vu les Syriens qui arrivent en Europe, en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Et ce qu'on a trouvé, c'est que 28% ont une éducation, 38%, mais il y a plus de 80% qui sont sans emploi. Mais après le processus de demande d'asile, alors le statut de réfugié fonctionne peu ou prou. Alors dans la plupart des pays qui ont beaucoup de réfugiés, ne leur permet pas de travailler. Et ne leur permettent pas de travailler. Alors, bien sûr, ils travaillent dans le secteur informel, oui, ils se déplacent, mais dans de nombreux cas, ils doivent rester dans des camps. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, à cela. En Ouganda, ça, c'est un exemple d'un pays qui a beaucoup de problèmes, mais qui a une politique réfugiée très progressiste. 1,4 million de réfugiés sont accueillis à cause de l'arrivée des Congolais et des gens du Sud-Soudan. Mais pendant très, très longtemps, l'Ouganda a donné aux réfugiés l'accès à des terrains, des parcelles, leur permet justement à travailler légalement et d'acheter des terres. Et les résultats sont extraordinaires. À Kampala, par exemple, nous avons trouvé que d'une enquête que 21% des réfugiés ont une affaire qui emploie une autre personne. Et les gens qu'ils emploient, 40% sont des nationaux ougandais. Alors, les réfugiés créent des emplois pour les citoyens du pays hôte. Mais l'Ouganda n'est pas représentatif. Alors parlons du Moyen-Orient maintenant et regardons les pays vers lesquels les Syriens ont fui, la Turquie, la Jordanie et le Liban. Alors au début de la crise, ces trois pays-là, d'une façon ou d'une autre, ont mis des restrictions de fait et par le droit à leur possibilité de se déplacer. Et en Jordanie, les statistiques, 650 000 Syriens sont en Jordanie et prétend d'avoir accueilli 1,2 million réfugiés. Comme dans beaucoup de pays, la Jordanie est un pays, un État assez petit et qui a peur des applications au niveau de la sécurité. Les réfugiés qui traversent la frontière depuis la Syrie a peur aussi des implications du développement, le fait de déplacer, de prendre justement le travail de Jordaniens ou d'autres réfugiés. Alors, en Jordanie, la majorité des réfugiés syriens se déplacent dans des régions urbaines ou périurbaines. Alors, lorsque moi, j'étais avec mon co-auteur sur le livre Paul Collier en avril 2015. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est le début de la crise des réfugiés européens. Nous sommes allés visiter des camps de réfugiés et lorsque nous y étions, beaucoup de réfugiés auxquels nous avons parlé, tout ce qu'ils nous ont dit, on veut juste le droit de travailler. Et ce qui est ironique, c'est qu'on est allé à 15 minutes de cela en voiture. On s'est rendu donc la zone de développement du roi Hussein. Et le gouvernement avait investi 100 millions de dollars pour justement le relier au réseau électrique. Mais ce qui manquait, c'était des travailleurs et de l'investissement interne. Et alors les universitaires d'Oxford ont cherché des solutions. Ils ont dit, vous, en tant que gouvernement, pourquoi vous ne permettez pas aux réfugiés de travailler dans cette zone économique qui avait été mise en place, qui existe déjà, et donc aux côtés des Jordaniens. Ça pourrait être une opportunité pour que la Jordanie soit un pays à revenu moyen qui justement travaille beaucoup plus dans le secteur manufacturier. Ça pourrait aussi être une opportunité de demander des concessions commerciales à l'Union européenne. Ça peut être la possibilité justement d'aller chercher des investissements auprès de sociétés qui sont intéressées justement par la RSE et d'autres investissements. Et donc, on en a parlé au gouvernement jordanien et ça a démarré lors d'une visite. Et David Cameron, le Premier ministre, a écouté donc l'idée présentée par le roi Abdullah et c'est devenu réalité en février 2016. Et il y a eu donc une conférence d'accord entre Londres et la Jordanie et l'engagement. La Jordanie, c'est de donner 200 000
permis de travail à des Syriens et en échange de concessions avec l'Union européenne et aussi des concessions qui étaient financées par la Banque mondiale et aussi des donations par des bailleurs. Alors, bien sûr, il y a 70 000 réfugiés syriens qui ont maintenant des permis de travail. Ils ont accès par le biais de ces permis à des droits sociaux et travaillent dans le domaine manufacturier et aussi dans l'industrie du bâtiment. Mais il y a des côtés négatifs aussi parce que c'est souvent la formalisation d'emplois qui existaient déjà dans le secteur informel. Ce n'est pas des nouveaux parce que c'est 2,5% de croissance et beaucoup des secteurs dans lesquels les réfugiés aimeraient travailler et qui sont protégés par des guildes et les réfugiés n'ont toujours pas le droit de travailler dans ces secteurs-là. Et il y a aussi il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas rentrer dans ce système parce qu'il y a une énorme injustice et inégalité entre hommes et femmes. Et j'aimerais être tout à fait claire. Et ce n'est pas que je suis en train... Il y en a beaucoup. Et l'Éthiopie... Donc, il y a un programme, un pays qui est justement pour voir ce qu'on peut faire. Et ce modèle a ouvert un cadre où nous sommes passés d'un pays qui ne permettait pas aux Syriens le droit de travailler, où le droit de travailler a été créé pour les réfugiés syriens. On n'en est encore qu'au balbutiement. Oui, on pourrait être tout à fait au clair. Il y a, dans un des pays voisins, souvent les gens pensent que les Syriens allaient là-bas, vont là-bas, que c'est des cultures semblables, ils parlent la même langue, pas pour la Turquie évidemment, mais enfin, est-ce qu'il y a néanmoins beaucoup de tensions entre les Syriens et ces pays d'accueil où ils se rendent? Ils sont en quelque sorte une sous-classe. On a vu ça dans votre livre et dans beaucoup de choses que l'on entend. Donc, ils n'arrivent pas à entrer vraiment à s'intégrer et à entrer dans le marché du travail. Oui, il y a des tensions. On dit diplomatiquement que ce sont des tensions, mais il y a beaucoup de racisme, de discrimination. Et je parle de l'expérience syrienne, l'expérience des Syriens en Jordanie, au Liban également, même si on a l'impression qu'il y a une espèce de fraternité arabe puisqu'ils parlent la même langue, mais il y a beaucoup de discrimination, de racisme, de cruauté même, des personnes autochtones. On dit « Pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous prenez nos ressources, rentrez chez vous. » Donc, certains aspects culturels pourraient rendre la tâche plus facile, contrairement à l'Allemagne où ils ont dû combattre pour apprendre la langue, par exemple, où ils ont dû vraiment faire des efforts. Donc, ce modèle dont vous avez parlé, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Aider les gens là où ils se sont réfugiés en premier. Est-ce que c'est la situation de la poule et de l'œuf? Est-ce qu'il y aura moins d'animosité contre les réfugiés dans les pays voisins si on les voyait plutôt comme les moteurs d'un développement économique? Ou bien est-ce que ça va être difficile de leur proposer des opportunités parce qu'il y a beaucoup d'animosité contre eux? Est-ce que votre modèle, en quelque sorte, s'impose contre ce racisme? Oui, il y a un problème de volonté politique de créer les structures juridiques pour que les réfugiés aient certains droits. Lorsque l'on parle, évidemment, ils parlaient dans l'économie informelle, ils travaillent avec des salaires très bas, ils sont exploités, ils n'ont aucun droit juridique, etc. Des Syriens qui, par exemple, travaillaient en Turquie, au Liban, en Jordanie, le chef a décidé de ne pas me payer pour une raison ou une autre. Moi, je ne peux pas aller à la police puisque je travaille illégalement. Donc, il n'y a aucune protection parce qu'il n'y a pas de cadre juridique. Et je pense que c'est une question de volonté politique de l'État de protéger ces populations vulnérables et de faire respecter les droits et de les étendre à eux. Et ce n'est pas le cas en Jordanie, parce que là, en Jordanie, on a incité le pays, on a poussé le pays, mais c'est rare que ça vienne du pays lui-même.
No, I agree with that analysis. I mean, Non, je suis d'accord avec votre analyse. Alors, le point de départ, ça doit être de protéger et de sécuriser les réfugiés. Tout le monde est responsable et tous les gouvernements doivent justement leur fournir de l'argent et un sanctuaire à ces personnes. Mais il nous faut aussi reconnaître que pratiquement 90% des réfugiés du monde sont dans des pays à revenus bas et moyens. Et comme vous l'avez dit, et très justement, alors, les structures qui sont en place dans ces pays, donc, il y a une résistance politique certaine à leur octroyer certaines libertés telles que le droit de travailler. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer cela? Comment est-ce qu'on peut inciter justement les pays à être un petit peu plus, suivre le modèle ougandais? Et selon le pays, il y aura différentes structures d'incitation. Ça va impliquer pas seulement de l'aide humanitaire, mais aussi de l'assistance au développement, pas seulement aux réfugiés, mais aussi les citoyens du pays hôte. Moi, je pense une bonne politique des réfugiés doit aussi être une bonne politique pour la communauté du pays hôte. Il ne s'agit pas juste de la politique de l'État, mais aussi des municipalités. Et de nouveau, ce sont les politiques locaux, les maires, les conseils municipaux qui décident des droits qu'ils vont octroyer. Si les citoyens qui ont justement meilleur accès aux soins de santé, à l'emploi, à l'éducation, à ce moment-là, et il y aura une attitude beaucoup plus positive envers les réfugiés. Si d'un autre côté, s'ils perçoivent qu'il n'est pas juste d'octroyer tous ces droits aux réfugiés, il y aura une certaine haine qui va se développer. Donc, il faut avoir une approche qui va soutenir les pays qui ne donnent pas, d'inciter les pays comme la Tanzanie, le Kenya, le Pakistan, l'Iran, la Thaïlande, qui ne sont pas. Il faut vraiment les inciter à changer leur réglementation et pour justement mettre en place ces structures. Et c'est certainement pas le cas. Et on n'a pas l'obligation d'accepter, d'accueillir les réfugiés par obligation et de les réinstaller en Europe. Je pense qu'il nous faut être réalistes. Et la majorité sont dans des pays où les gens ont des revenus bas ou moyens. Et nous avons un devoir envers de ces réfugiés, en plus de ceux qui arrivent justement sur nos côtes. Alors, pour revenir à l'Europe, On va parler de cette minorité qui est arrivée en Europe. Vous avez évoqué le fait que on a une cohorte de réfugiés hautement qualifiés venant de Syrie. Et néanmoins, l'intégration économique et sociale a été très difficile. Vous avez parlé à beaucoup de ces gens. Il y a aussi des histoires à succès dont vous parlez dans votre livre, mais néanmoins, il y a beaucoup de choses comme ça mitigées. Et je suppose que vous continuez à rencontrer les gens après avoir écrit le livre et qu'il y aura peut-être encore des choses à raconter. Oui, c'est toujours un travail qui est en cours. C'est une expérience encore récente et les gens sont au début de leur histoire, de ce processus qui a été initié, attendre les papiers, attendre que le processus d'asile se soit déroulé, ensuite apprendre la langue, ensuite passer du centre de réfugiés à un appartement, ensuite arriver à travailler jusqu'au moment où on arrive à travailler dans le domaine où on a travaillé à la maison. C'est peut-être qu'il y a 12 ans. Par exemple, si je suis mécanicien et que j'ai commencé à travailler dans le garage de mon père, et puis on me dit, voilà, où sont les papiers qui démontrent que vous êtes un mécanicien, mais les papiers. Voilà, et ça, c'est la lutte que beaucoup de gens mènent dans beaucoup de professions diverses et variées, parce qu'ils n'ont pas forcément les documents, les diplômes, et peut-être qu'ils n'arrivent pas à trouver le travail pour lequel ils ont été formés. Donc, par exemple, il y a des gens qui sont juristes de Syrie, ils arrivent en Suède. Qu'est-ce qu'ils font avec ce diplôme? Essayer de faire reconnaître leurs qualifications pour retravailler dans leur domaine. Ou bien peut-être des vies entières ont été complètement bouleversées. Et les gens sont dans une nouvelle réalité. Et qu'est-ce que je veux faire? Peut-être que je vais faire autre chose. Une des choses qui me paraît intéressante, lorsque j'ai parlé avec les réfugiés syriens en Europe, il y a des différences dans les générations et les expériences sont différentes. Et les grandes histoires à succès, ce sont des gens qui venaient de terminer le gymnase et qui ont fait quelques années d'université et n'ont pas encore vécu dans une profession. Et donc, c'est relativement plus facile pour eux de recommencer à zéro, de recommencer
l'université à la première année, etc., de se réinventer, d'apprendre une langue pour quelques années, etc. Certains disent, oui, peut-être que j'arrive quand même à avoir un avenir ici que je n'aurais pas eu, que je ne peux pas avoir chez moi. Mais il y a des gens dont les parents qui sont qui ont 30 ans, 40 ans, ils ont un sentiment de perte et ceux-là, ils ne vont jamais récupérer, probablement. Et d'autres, ce sont eux qui disent, ma vie est terminée, je vis pour mes enfants, je m'occupe de mes enfants. Et c'est très étonnant de voir comme ils arrivent à apprendre rapidement la langue. Ça fait des mois qu'ils sont déjà intégrés dans les écoles. Mais lorsque je regarde les parents qui sont relativement jeunes, et très souvent qui pensent, voilà, je n'arrive même pas à imaginer récupérer ma réputation et ma dignité, l'identité que j'avais avant. Donc, vous pouvez imaginer ce que c'est pour les plus âgés qui ont 60, 70 ans et qui doivent remettre un sac à dos pour aller suivre des cours de langue. Je pense qu'il y a aussi une dimension de génération en termes d'adaptation ou non de succès dans ce combat. Alors, c'est intéressant. Donc, ce qui m'a surpris dans votre livre, c'est que vous parlez du fait que nous ayons tant de personnes hautement qualifiées qui sont venues, parce que ce sont des gens qui pouvaient donc payer les passeurs et ils avaient quelques moyens financiers pour arriver jusqu'ici. Et ça, c'est donc il y a un problème d'ordre éthique là, à savoir comment gérer les situations de réfugiés et comment faire pour les protéger. Et maintenant, justement, cette question éthique. Alors, donc, une des réalités empiriques de ce qu'on appelle la crise européenne des réfugiés, c'est que les Syriens qui sont arrivés en Europe, c'était un groupe qui s'auto-sélectionnait et il y avait ceux qui arrivaient spontanément étaient dans la plus grande des cas, célibataires, hommes de 18 ans à 30 ans et étaient les personnes les plus éduquées chez eux. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont pas moins réfugiés que les autres. Ils étaient en train de quitter, de fuir la persécution, mais ils s'étaient auto-sélectionnés de par eux-mêmes. Et je pense qu'un des défis qui est à relever pose des dilemmes d'ordre éthique, à savoir, est-ce que l'Europe aide les plus vulnérables? Est-ce que ce sont ceux qui ont les moyens de voyager, qui arrivent en Europe? Qu'est-ce que cela veut dire dans la façon dont on traite ceux qui, justement, ont les moyens d'arriver ici et ceux qui ne l'ont pas? Et un autre défi d'ordre moral, c'est que si on veut que la Syrie se reconstruise, la Syrie aura besoin de capital humain à un moment donné. Et si ce sont ceux qui sont le plus compétents, qui ont le plus de talent, qui sont partis et qui ensuite ils arrivent à s'assimiler, par exemple en Allemagne, alors qu'est-ce que cela signifiera pour l'avenir de la Syrie? À quel moment est-ce que les réfugiés vont dire, en fait, nous, notre identité, on se sent plus européen, on a l'impression d'être vraiment bien intégré et on sent qu'on contribue à l'économie européenne et ils forment une espèce de diaspora. Mais et c'est vrai qu'il y a ceux qui rentrent chez eux et on sait par les exemples passés, c'est que c'est divers et varié. Avec la Bosnie, il y a une proportion de Bosniens qui sont rentrés chez eux. Si vous regardez ceux qui étaient en Suède, et si vous comparez avec ceux qui étaient en Allemagne, avec les réfugiés vietnamiens, vous avez donc un déplacement d'une génération. La première génération était très liée avec le Vietnam après la guerre du Vietnam. La deuxième génération a perdu beaucoup de ses liens. Ils sont hautement qualifiés. Il y a une question qu'il nous faut nous poser, à savoir de comment comment est-ce qu'on pense la relation entre les réfugiés et les pays d'origine? Souvent, alors qu'il y a le processus de reconstruction post-conflit et la façon dont on pense aux réfugiés, et c'est inextricable. Et l'application immédiate de tout cela, c'est qu'il nous faut responsabiliser les gens, leur permettre d'être actifs, productifs et de travailler, et que pour rentrer chez eux ayant acquis des compétences. Mais il nous faut aussi être réalistes. Si il y a une sélection implicite de ceux qui sont les plus compétents, il y a d'autres applications aussi. Mais pour être franc,
Est-ce que les opportunités économiques et les CV de ces gens qui pourraient être intéressants dans les pays voisins? Et ils feraient la même chose s'ils avaient l'occasion de le faire. Oui, l'un des grands défis, c'est que l'intégration économique est difficile pour les réfugiés en Europe, mais aussi dans les pays voisins, entre guillemets. Mais c'est un type de défi différent. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens très qualifiés en Europe, des Syriens qui n'arrivent pas à accéder au marché du travail, ils sont exclus et au chômage parce que lorsque vous êtes dans une économie à 2 000 dollars de PIB par année et que vous passez à une économie de 4 000 dollars PIB, ça fait une énorme différence. Donc, cela nécessite qu'un pays comme l'Allemagne investisse énormément dans des projets générationnels, que ce soit des cours continus, des formations continues, de la formation. Et ils ont fait ça avec beaucoup de défis politiques et sociaux. Et ce sera la seconde génération qui sera en quelque sorte une histoire à succès. Mais si vous avez, en Europe, vous avez une certaine parité économique, mais néanmoins, on n'a pas forcément les emplois en Europe. Mais en Jordanie, c'est la même chose. Au Liban, c'est aussi. En Turquie aussi. À Adana, on a beaucoup plus de réfugiés employés. Et comment est-ce qu'on arrive à faciliter cela? Est-ce que nous pouvons, en tant que société européenne, créer un environnement facilitateur dans ces pays voisins pour un grand nombre de réfugiés, alors qu'il est plus difficile de créer beaucoup d'emplois en Europe? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, bien sûr qu'on devrait le faire, mais l'Allemagne et d'autres pays européens sont engagés par rapport à ce projet de génération, mais ça reste un projet qui comporte beaucoup de défis. Et l'Europe n'a pas assez reconnu le fait qu'il y a une énorme proportion de Syriens très qualifiés en Europe qui ne travaillent pas en Europe et que, d'une certaine façon, ils sont essentiels à l'avenir de la Syrie. Le micro dans quelques minutes. On avait prévu 1 heure de discussion avec eux. C'est par rapport aux Français, c'est ça? Bon, voilà. I just want to turn. Je m'excuse. Sorry, but okay, I'm English speaking. Bon, d'ici 1 an, je serai capable de vous répondre en français. Je l'espère, en tout cas. Alors, votre avenir, comment vous l'envisagez? Et alors que vous êtes à l'université ici en Suisse, vous êtes en cours d'études universitaires, et je suis à l'université Webster à Genève. Je fais les médias et relations internationales, et je travaille aussi mon français. Alors, votre avenir, comment vous le voyez? Est-ce que vous voyez vivant en Suisse pour le reste de votre vie? J'espère que non. J'espère que non, croyez-moi. C'est pas parce que je n'aime pas ce pays, non. C'est un très beau pays. Et les montagnes, les lacs, les gens, les relations internationales. Et on a l'impression que tout le monde est un petit peu réfugié dans ce pays. Mais non. Qui dans cette salle? Je me pose la question. Je suis curieuse. Qui dans cette salle? Qui dans cette salle n'est pas d'origine suisse? Qui n'est pas d'origine suisse? D'origine. Vous êtes vraiment un groupe international. Et combien d'entre vous, est-ce que leur pays leur manque? Est-ce qu'ils ont le mal du pays? Combien d'entre vous avez le mal du pays? Est-ce que votre pays d'origine vous manque? Moi, ce qui me manque, c'est l'odeur de la terre après la pluie en Irak. La terre n'a pas la même odeur. J'ai vécu dans bon nombre de pays, et cette odeur, elle est imprégnée dans moi. Je ne l'ai sentie nulle part ailleurs. J'aimerais un jour retourner en Irak et d'écouter les gens lorsque j'aurais pas besoin d'utiliser une autre langue pour communiquer, lorsque je pourrais aller acheter du pain et de faire des plaisanteries avec le chauffeur de taxi, et parce que je sais que c'est là mon pays. Moi, ça n'a pas été mon choix de venir ici, mais j'en ai besoin pour être encore plus forte, et que quand je retournerai dans mon pays, je pourrai donc faire le travail que j'ai besoin de faire là-bas, et que je pourrai construire, je pourrai contribuer
je pourrais faire des choses positives, contribuer, pas juste pour moi. Il y a toute une génération qui se perd. Mes sœurs ont 12 ans, 13 ans. Et peut-être qu'un jour, elles diront notre pays est trop dangereux pour y retourner, parce que elles pensent à cela. Même si on leur dit que le pays est en paix, elles ne voudront plus y retourner. Mais moi, ce que j'ai adoré en Suisse, et ils font quelque chose de très, très important, primordial, c'est de ne pas perdre cette génération, de ne pas perdre leur langue d'origine, leur langue de leur pays. Mes sœurs vont à l'école suisse, mais elles apprennent l'arabe en même temps, pour que quand elles rentrent dans leur pays, si elles retournent au pays, elles n'auront pas de difficulté à s'intégrer dans leur propre pays d'origine. Alors, croyez-moi, j'espère que je ne vais pas rester ici, et je suis la première ici qui vous promet à chacun et chacune dans cette salle, et j'espère qu'on se reverra, et vous me rappellerez si l'Irak est en paix, j'irai voir le gouvernement suisse, j'irai seule, donc je demanderai mon permis et remercier les Suisses de m'avoir permis de vivre et de travailler dans un environnement sécurisé, d'avoir pu m'éduquer, et je leur dirai merci, 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 mais maintenant je retourne dans mon pays parce que j'appartiens là-bas. Mais j'en suis encore loin, et même si je n'ai vécu que 7 ans là-bas, je suis irakienne, la nourriture me manque de là-bas, et même ma chambre me manque, mes jouets me manquent. J'ai 23 ans, mais croyez-moi, j'ai beaucoup de jouets en Irak et je n'ai pas eu le temps de jouer avec, et je ne sais pas comment les rapatrier ici. Alors je retournerai peut-être avec mes enfants et je leur donnerai les jouets qui étaient les miens, et je leur dirai nous avons un pays, nous avons notre culture, et même si c'est des choses toutes simples, et on a des choses très très belles dans notre pays. Oui, nous avons une culture, nous avons de très très belles choses, et j'espère que notre pays sera en paix pour que vous puissiez venir nous rendre visite. J'aimerais que vous veniez toutes et tous, croyez-moi. Et donc on a beaucoup de places chez nous, vous pouvez tous venir chez moi, et ma maman fait vraiment de la très bonne nourriture, et tout le monde en Irak serait ravi de vous accueillir, et ils vous montreront les meilleures choses qui existent dans le pays. Et j'espère que vous pourrez venir, et j'espère que je pourrai retourner là-bas. Merci. Le mot de la fin, voilà, en tout cas du panel. On va donc vous donner la parole. Si vous avez des questions, il y a plusieurs micros qui vont tourner. Je ne les vois pas. Ah, voilà, super. Écoutez, madame, comme je sens que vous aviez hâte de poser une question. Oui, tout à fait. Ah, pardon, merci. C'est bon, ça marche? Oui, ça a l'air de marcher. Je voudrais quand même ramener un petit peu le débat sur la Suisse, et je vous remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup appris, c'était très intéressant. Et je vois ici quelques étudiants. Il y a à côté de moi Mohamed Niaz, qui est d'Afghanistan, qui est en mathématiques à l'Université de Genève. Je vois Saïf, qui est syrien, qui est en sciences, à la faculté des sciences. Et je voudrais quand même dire qu'à Genève et en Suisse en général, on pense aux migrations, aux compétences qui se sont exilées, qui sont venues ici. On y pense. Moi, je ne travaille pas pour le gouvernement, mais j'ai travaillé dans le projet Horizon académique de l'Université de Genève en tant qu'assistante sociale. Et programme qui donne des débouchés aux réfugiés, des possibilités à travers le programme Horizon académique. De pouvoir s'intégrer à l'Université de Genève en tant qu'auditeur, tout en ayant le droit de passer des examens qui sont par la suite validés en cas de réussite. Et ce programme suppose des cours intensifs, comme j'ai expliqué à Aya il y a quelques mois, des cours intensifs en français d'une part, et d'autre part des cours dans la faculté du choix du candidat. Et on a une quinzaine d'étudiants qui sont déjà immatriculés. Mais il n'y a pas que les Syriens. Il y a par exemple un monsieur qui a fait toute son armée en Érythrée. Il a tout fini, il a fait au moins 10 ans à l'armée. Et il travaillait dans la biologie marine, et il est ici dans les sciences de l'environnement, en tant qu'étudiant en master régulièrement inscrit. Donc pour faire court,
On a aussi beaucoup d'efforts du côté du bureau de l'intégration. Je ne sais pas s'ils sont là, je ne les vois pas. De l'intégration donc des étrangers du canton de Genève, qui finance aussi ce projet Horizon académique. Il y a aussi l'Office d'orientation et de la formation professionnelle qui fait énormément pour les migrants, et notamment pour les places d'apprentissage. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts sur la Suisse et à Genève. Il y a effectivement des programmes. Vous avez une question ou c'était... Non, c'était pour faire un peu de pub, tout simplement. Merci. Très bien. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question, je vois de ce côté-ci. Et je sais qu'il y a aussi des gens au balcon. Et la prochaine question sera au balcon, mais je ne vois pas trop les mains, donc je ne sais pas s'il y a eu une... Thank you. I have two questions. Deux questions. La première question est adressée à Alexander Betts. Voici ce que j'aimerais vous demander. C'était très intéressant ce que vous nous avez dit sur ces programmes qui ont pour objectif de pouvoir donner des emplois à des réfugiés. Mais alors, comment pouvons-nous faire la même chose dans nos pays, en Europe? Parce que oui, peut-être, et c'est pas très clair. Il est plus facile de créer des emplois là-bas plutôt qu'ici, mais ce ne sont pas nos pays. Ils ont leurs gouvernants, et je pense qu'il faudrait faire la même chose en Europe. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le faire sans enlever les emplois à la population locale, les priver de leurs emplois? Et alors, comment pouvons-nous faire pour développer un mouvement, mettre en place un mouvement politique? Et comment faire pour transférer les migrants et aussi que ce soit une opportunité pour le pays d'accueil. Deuxième question, je l'adresse à tous les membres du panel. Nous avons entendu des intellectuels tels que les journalistes algériens comme Kamel Daoud et qui ont parlé d'un sujet qui apparaît aussi dans le film. Lorsque on l'entend demander quelle est la loi la plus importante pour vous. Est-ce que c'est la loi religieuse ou la loi du pays, la loi laïque? Et Kamel Daoud a soulevé un autre problème et on l'a attaqué durement. Et à Cologne, après le Nouvel An, je pense que c'était en 2016, au Nouvel An, il y a eu des femmes qui ont été molestées et Kamel Daoud a été attaqué et il a dit l'islam a un problème avec les femmes. Et nous ne devons pas arrêter d'accueillir les migrants pour cette raison, mais il faut en être conscient et trouver une solution à ce problème. Et c'est vrai qu'il y a des religions certains pays d'où viennent les migrants, ils ne traitent pas les femmes de la même façon qu'ils traitent les hommes. Et il y a une discrimination. Et même certains tuent les homosexuels. Et comment faire pour résoudre ce problème? Et nous... parce qu'il y a le risque justement que cela entraîne encore plus de peur au sein des citoyens du pays qui accueille les migrants. Employment opportunities for refugees in Europe. We recently published a study called Talent Displaced: The Economic Lives of Syrian Refugees in Europe, where we looked particularly at employment, and we found 3 big barriers to Syrians accessing jobs in Europe. The first was language. Even though there are statutory language classes available in the European countries we looked at, it's often inadequate for employment standards. Refugees report not being able to attain sufficient language levels in English or the national language in order to access quality jobs. The second problem was one of perceived institutional disincentives. A real set of misunderstandings where many refugees feared they would give up benefits if they took employment in sectors that they perhaps weren't trained in, if they took a risk of taking a job in an area that was less than their qualifications, they worried that they would forfeit benefits. So there's a real challenge for public policy to create a pathway to graduate to employment. And the third big barrier was really about skills recognition.
that Germany is one of very few countries in Europe that set up a federal bureau to translate skills, qualifications and certificates into German qualifications so that they can be recognized by employers. I think one of the things about creating jobs for refugees is jobs, yes, of course, they can be created by the state, but one of the key actors is business. Jobs are predominantly created by the private sector, and business needs to recognize the opportunity to employ refugees. More and more businesses in Europe are engaging with refugee issues for corporate social responsibility reasons and creating internship programs for refugees. But very few are thinking at a core business level that there's an opportunity to recruit and train refugees, to build ways of identifying recruitment programs that target refugee populations. And the few companies that have done related schemes, from Ben & Jerry's to H&M, have generally had very positive experiences and expanded the programs. So companies like those and IKEA in Europe, I think, have kind of led the way in providing some really, really good examples. While I've got the microphone, just on your second question, I think Je reviens à votre seconde question. Donc, il y a eu aussi un clash des cultures en Europe. Et ça, c'est quelque chose... Nous avons raté la cible. Une des raisons à cette montée du nationalisme et du populisme et cette façon de décrire les migrants, il y a deux raisons à cela. L'une des raisons est que certaines parties de l'Europe ont perdu de façon systématique des travaux industriels, des emplois au niveau industriel. Et c'était en général les plus racistes sont les pays les endroits qui avaient très peu de réfugiés et qui ont perdu beaucoup d'emplois industriels. Et ce sont ces régions qui ont voté pour Alternative Deutschland ou bien qui ont voté pour Le Pen. C'était tous des lieux industriels qui ont perdu des emplois. Donc très souvent, il y a ce changement structurel de l'économie a été causé, soi-disant, par les migrations de masse. Et c'est un récit. Et c'est ça qui amène à cette idée du clash des cultures et clash des civilisations. Mais je pense ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les politiciens soient honnêtes et ne pas essayer de se contenter du dénominateur commun le plus bas. Il s'agit d'un changement économique, il s'agit d'une automatisation des choses. Et il faut trouver une façon de faire comprendre aux gens que ce n'est pas causé par les migrants, mais que c'est un changement structurel de l'économie. Il faut avoir beaucoup plus d'empathie. Et là, je m'identifie à cela. Ici, nous sommes une élite cosmopolite. Et il faut avoir plus de compassion pour ceux qui votent pour des partis qui ont des positions discriminatoires, parce qu'ils sont opportunistes et ils induisent les gens en erreur parce que ces gens ont des souffrances socio-économiques. J'aimerais ajouter quelques mots. Alors, l'été 2016 et l'été 2017, je les ai passés à Berlin avec les réfugiés syriens. Et ce qui m'a surpris, c'est que mes conversations avec les Allemands mettaient en exergue que les valeurs allemandes étaient menacées et ils avaient l'impression d'être justement inondés par des étrangers, des musulmans qui allaient changer leur culture et leur tradition. Et toutes les conversations que j'ai eues avec les réfugiés syriens, 95%, c'était des problèmes de bureaucratie, l'attente, les documents. Il y avait il y a un tel écart entre ce que les citoyens du pays, les problèmes tels qu'ils étaient vus par les citoyens, mais les réfugiés ne parlaient pas de culture. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais eux, ce qui leur posait problème aux réfugiés syriens, c'était justement, comme je dis, la bureaucratie, l'administration. Et l'islam a un problème vis-à-vis avec les femmes, mais l'Occident a un problème d'islamophobie.
Alors, je ne sais pas si le problème c'est l'islam en tant que religion ou la culture patriarcale qui existe dans les pays musulmans, comme on en a aussi dans des pays où il n'y a pas l'islam. Et alors, le problème justement du patriarcat qui opprime les droits des femmes, c'est d'avoir des systèmes juridiques forts qui protègent les droits des femmes. Avec beaucoup de réfugiés, j'en ai rencontré bon nombre une femme, quand elle arrive dans un pays, que ce soit la Turquie ou un autre pays d'Occident, est rapidement divorcée de son mari parce qu'elle ne voulait plus être mariée avec lui. Et peut-être qu'elle avait été violentée, abusée. Et donc, il faut protéger les droits des femmes et ils pourront demander la protection des tribunaux, mais pas à partir du principe qu'il y a un problème parce que c'est des membres d'une société musulmane. Donc, il faut protéger les droits où qu'ils soient. Bon, il y a encore beaucoup à dire. Ça, c'est mon ressenti. Êtes-vous musulmane? Et alors, est-ce que vous sentez ces craintes qu'il y aura un changement de culture? Et quand vous entendez ça, quelle est votre réplique? Est-ce qu'on vous le dit, ça? Alors, pour la deuxième question, alors, je suis une femme qui vient d'un pays du Moyen-Orient. Après la guerre, les droits des femmes étaient encore moins protégés qu'avant la guerre. Malheureusement, après la guerre, nos droits n'étaient plus protégés et j'en ai rencontré de nombreux cas. Et le côté qui a à voir avec la religion, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que je pourrais vous relater ma propre expérience. Lorsque j'étais en Irak, et nous étions des musulmans, parce que je suis musulmane, mais mon voisin était chrétien et l'autre était juif. Et croyez-moi, je ne le savais pas. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à il y a 2-3 ans, quand ils me l'ont dit, j'étais sous le choc et je me serais jamais imaginé leur demander ce qu'ils étaient parce qu'eux nous respectaient. Donc il y a vraiment beaucoup de confusion. On pense que tous les réfugiés sont des musulmans ou tous les réfugiés sont des chrétiens ou même nous, réfugiés et les musulmans de surcroît. Alors, les gens ont peur pour la prochaine génération parce qu'ils sont là en Europe. Et parce que les réfugiés ont d'autres valeurs et ils ont des amis qui sont de confessions diverses et variées. Mais pour moi, c'est quelque chose de très positif. Ils peuvent, justement, ils savent comment se comporter avec les gens qui viennent de tous les pays du monde. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Et malheureusement, les médias jouent un rôle très, entre guillemets, pervers. Ils nous montrent que le mauvais côté des réfugiés ou les réfugiés musulmans et que alors si je veux parler donc, des musulmans les touristes ont pas de religion en fait et en fait dans toutes les religions c'est ne tue pas, ne vole pas et ne fait rien de mal. C'est les lois telles qu'on les trouve dans tous les pays. Ne faites pas des choses mauvaises. Mais malheureusement il y a un malentendu, confusion, parce que vous avez peur de moi et moi j'ai peur de vous. Pour cette raison, je ne vais pas communiquer avec vous, je ne vais pas vous demander que pensez-vous de moi et vous n'allez pas venir vers moi me poser la même question. Il y a un malentendu parce qu'il n'y a pas de communication. Nous avons peur l'une de l'autre pour aucune raison. Alors, le monde est vaste. Nous pouvons tous y vivre. Alors, votre religion, moi, peu importe. Et moi, ma religion, elle n'a aucune importance pour vous. Moi, ce qui est important, c'est que vous me traitiez comme un être humain et que moi, je vous traite comme un être humain. Pour moi, c'est ça ce qui est le plus fondamental. On va prendre une nouvelle question. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au balcon. Voilà, vous avez le micro. Allez-y. Bonsoir. Je voulais juste savoir si vous pensiez que c'était possible que l'Europe change ses politiques d'accueil dans les années à venir, ou alors si on va continuer dans cette direction avec des solutions qui n'existent pas. Merci. Bon, Alex-Beth, vous avez proposé quelques solutions quand même, mais est-ce que ça sera appliqué? Il y a une impasse politique totale dans le système d'asile de l'Union européenne. En 2015, on a pu voir que le système de Dublin, qui est la pierre
qui est, comment est-ce qu'on dit, le fondement du système d'asile ne fonctionnait pas et que cela imposait en quelque sorte le fardeau de l'accueil dans les États que sont la Grèce, l'Italie. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est révélé, mais on n'a aucun consensus comment remettre les choses dans le droit chemin. Et sans ce consensus, il y a des petites coalitions de gens qui veulent bien, qui font différentes choses en Europe. Donc, vous avez la Hongrie, par exemple, ou bien vous avez la France et l'Allemagne qui essayent d'avoir des accords avec la Libye, avec des structures européennes. Donc, ce n'est pas toujours très joli ce qui se passe. Je pense que le seul point sur lequel on a un consensus, c'est la dimension extérieure du système d'asile. Et ça, c'est quelque chose de très déroutant parce que cela implique des partenariats avec des gouvernements à l'extérieur de l'Europe qui ne sont pas des champions des droits de l'homme. Et donc, que ce soit la Libye ou le Soudan comme partenaire à la migration, c'est quelque chose qui est vraiment très problématique. Donc, je ne suis pas du tout optimiste par rapport à une approche cohérente en Europe dans la politique de l'asile. Mais ce que je souhaiterais, c'est que les pays européens commencent à réaliser qu'ils ont un intérêt collectif à travailler ensemble à une vision partagée au lieu de faire quelques petits accords unilatéraux ou bilatéraux et puis d'avoir de meilleures politiques de voisinage qu'en 2016. Alors, j'ai l'exemple d'une personne qui est assez proche, une Yéménite qui n'est pas réfugiée. Il a fait ses études en Suisse depuis l'âge de 16 ans et il a un doctorat en chimie et cela fait peu ou prou 10 ans. Il cherche désespérément un travail, est très bien éduqué, il parle français, l'anglais, mais c'est à cause de la discrimination qu'il n'arrive pas à trouver un poste. Et c'est vraiment très triste. C'est uniquement pour des raisons de discrimination. Triste. Et beaucoup de musulmans souffrent de discrimination en Suisse. Que dites-vous de cette situation? C'est parce que ça rejoint un peu ce qu'on avait dit justement sur les difficultés d'insertion et justement il y a sans doute un élément de racisme aussi de la part des pays qui reçoivent ces personnes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Ouais. I mean, I think there are a couple of things that we find very difficult. Il y a des choses qu'on trouve qu'il est difficile d'en parler de façon ouverte en Europe. Et les crises de réfugiés, comme on l'appelle, on ne parlait pas de race, on n'a pas fait mention de l'islam non plus. Et il y a eu bon nombre d'éléments de politique de réfugiés qui sont très étroitement liés à la discrimination basée sur la race et la religion. Et les politiques ne veulent pas avoir de débat ouvert sur ces sujets, mais des sociétés démocratiques doivent parler ouvertement de la race, religion et de préjugés, de discrimination. Et le plus on pourra le faire, on pourra reconnaître qu'il y a des contradictions dans nos cadres prétendument libéraux. En haut ou en bas? Bon, alors, vous en haut, là? Oui, bonsoir. Alors, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps de parler des problèmes qui ont surgi de la crise syrienne, mais il y a des populations déplacées de par le monde, Bangladesh, et des déplacements internes en Colombie, sud du Soudan. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui va justement cristalliser l'attention du monde et est-ce que c'est une question de géopolitique au Moyen-Orient qui fait que les médias payent plus d'attention à cette région-là? Parce que la crise va continuer encore pendant un bon moment, je pense. Hein. Alex?
Alors, sur ces autres, c'est vrai que l'attention est quand même concentrée sur la Syrie. On n'en parle pas tant que ça parce que la vaste majorité des réfugiés ne sont pas ici. Mais bon, question très difficile. Et je vous remercie. Je ne connais pas la réponse, donc je vais avoir besoin d'y réfléchir. Alors, on se demande toujours où est le problème, mais croyez-moi, parce que on n'a pas trouvé la réponse, ce qui veut dire que c'est plus grand que nous, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et ça, je ne sais pas. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas répondre à cette question. Alex? Oui, beaucoup de déplacements sont dus se produisent dans des États fragiles. Et leur défi à ces pays, c'est que c'est une catégorie qui n'est pas adéquate. Mais ce que cela met en lumière, c'est pourquoi les gens traversent les frontières. Parce que ce ne sont plus des persécutions individuelles. Lorsque les gens, par exemple, sont passés de l'Est à l'Ouest lors de la guerre froide, c'est l'incapacité d'un État à respecter des droits fondamentaux. La moitié des réfugiés du monde viennent de 3 pays, la Syrie, le Soudan du Sud et l'Afghanistan. Si ces 3 pays étaient stables et sûrs et prospères et des démocraties demain, alors on aurait déjà résolu une grande partie de ce défi des réfugiés mondiaux. Mais c'est très difficile de combattre ces causes sous-jacentes de fragilité des pays. Et il y a des conflits qui sont source de fragilité. Donc, on a des situations de fragilité qui perdurent et qui produisent des réfugiés génération après génération. Et le monde a commencé à mettre son attention sur la crise syrienne lorsque les réfugiés ont commencé à arriver en Europe. Et ça a eu vraiment un effet de distorsion parce que ça empêchait d'autres ressources d'aller ailleurs dans le monde. Mais c'est pas seulement il y a aussi les budgets des donateurs qui ont quitté l'Afrique, par exemple, avec des cartes de rationnement dans les pays d'accueil des réfugiés au cours de ces derniers mois. On a eu des crises de déplacement, des gens qui ont quitté le Soudan du Sud, un nombre croissant qui quitte la République démocratique du Congo, qui vont au Tanganyika, en Tanzanie, en Ouganda. Et ces infrastructures ne sont pas disposées parce que ça a été négligé jusqu'à présent. À moins d'avoir un vrai accord sur le partage de responsabilités mondiales, cela signifie qu'il faut avoir des soutiens prévisibles, multifinancés, mais aussi des réponses de développement aux réfugiés, des réponses de développement aux réfugiés pour les réfugiés dans ces pays où ils sont. Et si on n'a pas assez d'incitation à ces pays pour fournir des emplois, des formations, et dans un contexte comme le Bangladesh, la Thaïlande, le Tchad, des sociétés qui accueillent beaucoup de réfugiés, mais qui sont invisibles. Elles ne recevront pas le soutien dont ils ont besoin. J'aimerais intervenir. Et les crises de migration forcée, c'est le symptôme de problèmes profonds politiques, et que ce soit des États qui utilisent la violence contre les citoyens, qui sont responsables de violations de droits humains. Et c'est difficile de fermer le robinet et qui donne lieu justement à des déplacements de masse. C'est des problèmes difficiles à résoudre. Et je vois qu'il est question de la volonté politique qui est nécessaire pour s'engager à trouver des solutions pour attaquer la source du problème plutôt que de gérer les implications humanitaires et finalement de tout simplement mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Et bien sûr, donc c'est sûr que là, je ne sais pas quoi dire. Alors, on a le temps juste pour une ou deux questions. Donc, madame avec le pull vert, que je vois, c'était la première, je pense, à lever la main. Donc.
Yes, a question for you, Oui, Alexander. j'aimerais vous poser une question à vous, Alexandre. Pensez-vous que l'Europe va externaliser les procédures qui sont nécessaires pour les demandeurs d'asile, et voyez ce qui se passe dans les centres Niger, en Libye, et l'Europe qui ferme ses frontières. Ils essayent de contrôler la migration par la mise en place de centres de détention. Est-ce qu'il y a une tendance à cette externalisation des procédures? Oui, tout à fait. Et de nouveau, l'externalisation, c'est la cheville ouvrière de la procédure européenne actuelle. Alors moi, ce qui me préoccupe, c'est que la dimension externe des politiques va poser des problèmes, et on va raviver des idées comme des centres de processus de transit. Et il y en a qui proposent des idées de prendre les demandeurs d'asile qui arrivent en Europe et de les renvoyer dans des centres de traitement dans ces pays de transit, comme la Libye, le Niger, la Turquie. Et ça, ces propositions ont été débattues depuis le début des années 2000. Ce n'est pas des idées nouvelles, mais on y réfléchit beaucoup. Mais cette dimension extérieure peut avoir un effet positif. Et ce que je veux dire par là, c'est que justement, l'aide au développement pour aider ces demandeurs d'asile. Alors moi, ce qui me préoccupe, c'est quand ces politiques ont plus à voir avec ériger des murs plutôt que d'aider. Et ça ne vaut pas pour l'Europe de dire qu'ils doivent justement, l'Europe doit plutôt trouver des solutions et de pas justement inciter les gens à se mettre en danger en partant pour des voyages très lointains. Parce que, bien sûr, ça mène à de plus en plus de morts et manque d'accès aux droits, et parce que aussi ça a un effet symbolique. Et ce que l'on a tendance à oublier, à ne pas reconnaître, c'est que les pays d'accueil qui accueillent la majorité des réfugiés regardent ce que fait l'Europe. Ils voient qu'il y a hypocrisie là-dedans et répliquent. On a vu des exemples très récents. Le Kenya nous a observé de très près. Alors l'Europe, justement, a corrompu la Turquie et a dit, nous, on va justement expulser les Somaliens, à moins que vous nous donniez aussi de l'argent en l'envoyant à Nairobi au cours des dernières semaines, la Tanzanie. Et donc, c'est retiré d'un programme des Nations Unies qui s'appelait le cadre de l'accueil des réfugiés, parce qu'on demandait de l'argent à la Banque mondiale pour aider à soutenir l'aider dans son soutien. Et la Tanzanie a dit, attendez, on a fait ce que nous a dit de faire la communauté internationale, génération après génération, et il n'y a jamais eu de quiproquo. Alors pourquoi est-ce que nous devrions accueillir des réfugiés pour le reste du monde et pas recevoir le soutien financier que l'on mérite? Alors il faut faire très attention là, bien sûr que l'Europe ne peut pas mettre en place une politique de porte ouverte. Politiquement, ce n'est pas possible. Mais également, l'Europe doit aussi respecter les droits humains, y compris le droit des réfugiés à demander l'asile. Et l'Europe doit s'assurer que ces politiques externes nous permettent de travailler avec des gouvernements qui doivent être des partenaires et pas des dictatures avec comme le régime libyen, Soudan, Niger, qui sont connus pour leur violation des droits humains. Et il nous faut aussi nous assurer que la façon de diriger nos ressources permette d'offrir des opportunités aux gens pour s'épanouir et pas pour ériger des barrières, des obstacles qui retiennent des personnes dans des pays de transit. Dernière question, vous, madame. Bonjour, ma question s'adresse également à Alex. Vous êtes quelqu'un de très populaire aujourd'hui. Vous avez parlé du partage du fardeau, du partage des responsabilités du CRF et du Global Compact. Mais j'aimerais savoir de votre part, est-ce qu'il y a un espoir? On a parlé beaucoup de volonté politique, mais on voit que la Tanzanie se retire de ce programme de l'ONU. Que se passe-t-il de façon générale? Et je pense que cette question s'adresse aux trois panélistes. Mais j'aimerais savoir quel est votre avis par rapport à ce point. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on arrive à une solution? Donc, ce Global Compact on Refugees, ce cadre global sur les réfugiés, là, je suis un peu sceptique par rapport à ce processus. Et
il faut se rendre compte ce que c'est que ce programme de l'ONU. Ça a été un programme mené par le HCR et qui se concentre sur une plateforme de partage des responsabilités pour apporter un soutien à son cadre de réponse au programme de réfugiés. Aux réfugiés, pardon. Et donc, c'est un pilier d'une réforme pour actualiser le système de réfugiés. Mais il n'est pas très ambitieux dans sa portée et il est très conservateur dans son approche. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le HCR est très prudent actuellement. Ce n'est pas la bonne période pour renégocier la Convention de 1951, c'est une période très difficile. Il y a une difficulté dans le financement de l'administration à cause de l'administration de Trump. Il y a une concurrence entre les différentes organisations avec l'organisation de l'immigration aussi. Donc, le HCR a structuré ce programme de façon très prudente. Donc, il s'agit d'augmenter les places de rétablissement et d'apporter un soutien à certains programmes du HCR. Et évidemment, ça enlève beaucoup de questions des discussions. Il ne s'agit pas d'une réforme institutionnelle du système de réfugiés, d'approche des réfugiés. Il n'y a pas de concentration sur les personnes déplacées internes. C'est simplement la définition classique du réfugié sur laquelle on se concentre et le HCR dit explicitement on se base sur les lois et les politiques existantes, mais nous n'allons pas ouvrir le débat. Et deuxième partie de ce programme qui a été publié cette semaine, l'un des éléments intéressants, c'est qu'on repousse des États européens, c'est que même ces contributions au financement ne sont pas contraignantes, parce que les États donateurs n'ont pas pris d'engagement contraignant. Donc, il s'agit juste de quelque chose de facultatif. Donc, les gouvernements vont allouer plus d'argent, mais pas de façon contraignante. Tout cela va par le biais de réinstallation et par le biais d'une organisation qui sera en quelque sorte le chat de l'aiguille de tout ce processus. Et à mon avis, ça ne touche pas aux questions de l'architecture du système des réfugiés. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement tragique, compte tenu du fait que c'est la crise syrienne et européenne qui était le point de départ. Et on a vu que les réponses étaient inadéquates et que tous ces problèmes, on ne les a pas abordés. Bien sûr, je comprends qu'il faut une approche prudente, mais d'autre part, je souhaiterais qu'on ait saisi cette occasion de façon beaucoup plus innovative et proactive. Oui, j'aurais tendance à être d'accord qu'au niveau systémique, structurel et politique, peut-être n'y a-t-il pas tant de raisons que cela pour espérer. Mais là où je trouve de l'espoir, c'est avec les réfugiés eux-mêmes, leurs histoires, leur créativité, leurs ressources. Et si les réfugiés de par eux-mêmes gardent l'espoir, et s'ils n'avaient pas d'espoir, ils ne se lèveraient pas tous les matins, ils n'enverraient pas leurs enfants à l'école et ils ne continueraient pas à se battre. Donc c'est une solidarité active, mais au moins je veux continuer à avoir espoir. Et c'est incroyable la résilience dont ils font preuve, impressionnant. Et c'est là où je vois vraiment une belle lumière au bout du tunnel. Un peu d'espérance. Reasons to still hold on to hope. Well, oui. Il est tout à fait vrai que si nous, on n'a pas d'espoir, eh bien, on ne va pas continuer. On ne va pas aller travailler, on ne va pas envoyer les enfants à l'école. Mais je pense que le CRF, et ce qui est important, c'est qu'ils ont fait participer les réfugiés à la discussion, parce que je faisais partie de la délégation. Et croyez-moi, alors, nous savons fort bien que ces rencontres peuvent être très ennuyeuses parce que les gens n'écoutent plus. Mais à chaque fois qu'un des délégués réfugiés
prenait la parole, tout le monde se retournait et disait « Mais qui est en train de parler ?» Et ils nous ont fait sentir que ce que nous avions à dire était important. Alors, en tant que réfugiés, nous vivons les problèmes au quotidien et les solutions, nous les connaissons parce que on se dit pourquoi est-ce que ça n'arrive pas. Voilà la solution pour ce problème. Voilà la solution pour cet autre problème. Et oui, on est là. L'espoir, il existe toujours. Mais je pense que vraiment, là où réside le plus d'espoir, c'est dans le partage des responsabilités. Donc, en tant que personnes humaines, en tant qu'individus, nous sommes engagés sur cette voie. Mais du côté politique, alors là, je n'ai pas les réponses, mais j'espère qu'on y arrivera parce que ça apportera un peu plus de paix dans ce monde. Le mot de la fin. Aya Mohamed Abdullah, Alexandre Betts, Wendy Portman, panel formidable. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut rester un peu, parler avec vous autour d'un café au bar. Merci beaucoup et bonne soirée.